Alors, est venu le temps d'accueillir notre invité, notre conférencier de ce soir, Nicolas Bouzou, économiste, essayiste, éditorialiste. Alors, on le voit régulièrement sur les plateaux, assez dans l'air. On l'a lu dans le Figaro Magazine le week-end dernier. On va parler travail ensemble. On va aborder un petit peu les deux thèmes que vous avez évoqués dans vos deux derniers ouvrages. Le travail face à la digitalisation, l'intelligence artificielle, la robotisation. Et puis également votre dernier livre qui est sorti cette semaine. Certains d'entre vous se le sont déjà fait dédicacer. À l'issue, vous pourrez, ceux qui n'ont pas encore acheté le livre, pourrez l'acheter et vous le faire dédicacer par Nicolas. Et qui s'intitule La comédie inhumaine. Et on verra pourquoi certaines entreprises, ou en tout cas des entreprises, n'arrivent pas à attirer les meilleurs talents et même avec un certain mode de management peuvent les faire fuir. En tout cas, voilà, autant de sujets qu'on pourra poursuivre tout à l'heure au cours d'une table ronde et avec vos questions, parce que le Top Éco, c'est aussi votre soirée. On interéchange. Et en attendant, je vous demande d'accueillir Nicolas Bouzou sous vos applaudissements. Merci. Alors, l'avenir du travail, ça nous intéresse tous parce que le travail est l'une des composantes essentielles de nos vies. Je suis tombé cet été sur un entretien que Frédéric Dard avait donné à la télévision suisse peu avant sa mort. Et il disait la chose suivante qui m'a paru vraiment très profonde, très simple, mais très profonde. Il disait, au fond, dans ma vie, il y a que deux choses qui ont compté, l'amour et le travail. Et c'est vrai que quand on y réfléchit en profondeur, au fond, on voit que tout ce qui nous intéresse dans la vie, ou en tout cas la plus grande partie de ce qui nous intéresse dans la vie, est lié aux relations qu'on peut avoir avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos parents. Alors parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, qui prend beaucoup de place dans nos vies. Et puis, évidemment, la question du travail. Et la question du travail, pour 80% des gens, c'est l'entreprise. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut véritablement avoir en tête, qui peut paraître évident, mais qui ne l'est pas. En tout cas, ça ne l'était pas complètement pour moi. Les gens vivent dans leur entreprise, ils vivent dans leur famille et ils vivent dans leur entreprise. Alors la famille, c'est complètement évident, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas suffisamment conscience, et je m'adresse surtout aux dirigeants d'entreprise, on n'a peut-être pas suffisamment conscience du fait que pour les gens, mais l'entreprise, c'est très, très, très important parce que quand ça se passe bien, ils sont heureux et quand ça se passe mal, ça les affecte terriblement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous avez eu la gentillesse de citer le livre qui est sorti cette semaine, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé au management, alors que je suis un économiste de formation, mais je voyais bien que la question du management est une question de la vie. En réalité, parce que un bon management rend la vie plus agréable, plus joyeuse, et un mauvais management pour les collaborateurs peut évidemment rendre leur vie dans l'entreprise difficile, mais peut rendre leur vie tout court difficile. Et donc Frédéric Dard avait raison, et d'autres l'ont dit avant lui. D'illustres ancêtres, alors pas exactement des romanciers, avec un style assez différent de celui de San Antonio, plutôt des philosophes, et notamment deux philosophes allemands du tout début du 19e siècle, les deux plus grands philosophes des Lumières, sans doute, Kant et Hegel. Alors, ce sont des philosophes plus difficiles à lire que Frédéric Dard, mais qui ont développé des analyses et des messages incroyablement profonds sur le travail. Et je voudrais vous en faire part parce que ce sont eux qui, je crois, ont expliqué le mieux pourquoi le travail, c'est important et pourquoi le travail, c'est bien. Le travail, c'est bien. Il n'y a rien de pire dans la vie que de ne pas travailler. Et vous savez, ça, on le voit dans les enquêtes qui sont réalisées par des économistes. L'économie, la science économique est une discipline extrêmement large avec énormément de ramifications. Et vous avez un champ de cette discipline qui s'est beaucoup développé ces dernières années, qu'on appelle l'économie du bien-être ou l'économie du bonheur, peu importe. Et l'idée, c'est d'essayer de faire des études, des sondages, parfois tout simplement, pour comprendre comment réagissent les gens, notamment dans le domaine économique et social. Et on demande souvent aux gens, pour actualiser ces études, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend malheureux? Quelles sont les personnes les plus malheureuses de la société? Et ce ne sont pas les personnes malades, par exemple.
Évidemment, c'est pas drôle d'être malade, mais ce ne sont pas les personnes malades les personnes les plus malheureuses dans la société. Ce ne sont pas les personnes handicapées. Les personnes handicapées, même, sont quasiment à peu près le même niveau de bien-être que la moyenne de la société. Si je voulais être un peu plus provocateur, mais enfin en même temps, c'est ce que nous disent les enquêtes, même pas les personnes qui perdent leur conjoint. En fait, quand on regarde le profil de bonheur ou de malheur des gens qui perdent leur conjoint, on voit, et vous en tirerez les conclusions que vous souhaitez en tirer, on voit que, évidemment, quand on perd un conjoint, il y a un choc émotionnel extrêmement fort, et dans la plupart des cas, une remontée qui est tout aussi forte. Et ce sont des résultats qui, malheureusement, sont relativement bien établis. En revanche, les chômeurs sont malheureux. Il n'y a pas de doute. Les chômeurs sont malheureux. C'est-à-dire que travailler, c'est fatigant. La quantité de travail est jamais bonne. On essaie de réguler sa quantité de travail, mais on en a toujours trop. Mais ne pas travailler, c'est véritablement ce qu'il y a de pire. Et ça, ceux qui en ont le mieux expliqué les raisons, c'est justement Kant et Hegel. Kant, dans un livre qui a été publié d'ailleurs tout à la fin de sa vie, qui s'appelle Les Considérations sur l'éducation, qui a dû être publié en 1803 ou 1804, et un gros livre d'Hegel, le plus grand livre d'Hegel, qui s'appelle La phénoménologie de l'esprit. Et dans ce livre d'Hegel, je parlerai de Kant dans un instant, donc Phénoménologie de l'esprit qui a été publié en 1807. Et dans ce gros livre d'Hegel, vous avez un passage dont certains d'entre vous ont entendu parler, mais il est connu sous l'appellation de la dialectique du maître et de l'esclave. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ça. Et c'est vraiment l'un des passages les plus fascinants, je trouve, de toute l'histoire de la philosophie. Et c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup marqué les Lumières. La dialectique chez Hegel, c'est le renversement d'un terme dans son contraire. C'est-à-dire, c'est le fait que le blanc finit par devenir noir ou le noir finit par devenir blanc. Et vous comprenez du coup déjà un peu intuitivement ce que signifie la dialectique du maître et de l'esclave. Ce qu'explique Hegel, c'est que le maître, à force de ne pas travailler, à force de paresser, à force de se reposer, à force de se vautrer dans la consommation et dans les loisirs, peu à peu, progressivement, sans s'en rendre compte, il se déshumanise. Il sait faire de moins en moins de choses et il ne participe plus à la construction du monde. Et l'esclave, tout esclave qu'il est, au fur et à mesure de son travail, même si c'est un travail difficile, même si c'est un travail contraint, au fur et à mesure de son travail, il apprend à faire de plus en plus de choses, il apprend à subvenir à ses besoins, il s'humanise. Et vous avez parfaitement compris le renversement dialectique. L'histoire, c'est qu'au bout d'un moment, le maître est devenu l'esclave et l'esclave est devenu le maître. Et je pense que c'est quelque chose qui est incroyablement profond, je pense que c'est très juste. Vous le voyez d'ailleurs, là encore, dans les enquêtes sur l'économie du bonheur, vous voyez par exemple que les grands héritiers ou les gens qui jouent au loto, c'est catastrophique leur vie. En moyenne, ça devient un truc de dingue. Je veux dire, alors les grands héritiers, vous voyez parfois, si vous lisez comme moi la presse People, alors c'est très intéressant, non mais des histoires, mais pas possible, en plus, on a eu l'exemple là dans l'actualité avec le chanteur préféré des Français. Vous avez vu, c'est comment ça se passe. C'est vraiment un truc de dingue. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc de dingue. C'est-à-dire que c'est le malheur. Cette histoire, c'est absolument terrifiante, quoi. Suite au décès du père, vous voyez que tout ça, pour des questions d'argent, on sombre dans le malheur. Alors les gens qui gagnent, ne jouez jamais au loto, bien évidemment. Vous savez qu'il faut jamais jouer au loto pour deux raisons. Déjà parce que vous ne gagnerez pas. La théorie des probabilités est très rigoureuse de ce point de vue-là. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de chances, ce que je vous dis, vous avez beaucoup plus de chances de faire un numéro de téléphone au hasard et de tomber sur moi que de gagner à l'euro-million. C'est vraiment la théorie des probabilités. Donc, voilà, ça vous aide à visualiser les choses. Donc, d'une part, vous ne gagnerez pas, mais il peut vous arriver bien pire, c'est de gagner. Et là aussi, tous les exemples montrent que tout ça se termine en drame absolu. Ça se termine toujours en drame absolu. Alors, ça commence par la séparation avec le conjoint, bien évidemment. Parce qu'on considère à tort ou à raison que le fait de gagner beaucoup d'argent donne ce type de liberté de réallocation, comme ça. Et puis, alors après, c'est catastrophique. Tout le monde vous demande de l'argent. Vous ne savez pas quoi en faire. Vous ne savez pas le gérer. Bon. Et donc, tout ça se termine souvent très, très mal. Mais alors, Kant explique pourquoi.
Kant explique très bien pourquoi. Donc dans ses réflexions, dans ce petit ouvrage, ses réflexions sur l'éducation, et ce que dit Kant, qui avait déjà été dit par des philosophes de la Renaissance, mais ce que dit Kant est, je trouve, une idée incroyablement profonde et fascinante, parce qu'en plus, elle nous aide à nous comprendre, nous, à comprendre ce qu'on est en tant qu'humain. Kant nous dit, en fait, le travail, pourquoi est-ce que le travail, c'est important ? Parce que le travail, c'est l'identité de l'homme, tout simplement. Parce qu'il n'y a que les hommes, que les humains, quand je parle de l'homme, je veux dire les humains, bien évidemment, il n'y a que les humains qui travaillent. Les animaux ne travaillent pas. Ou alors, plus exactement, quand ils travaillent, on peut dire les fourmis travaillent. Oui, mais elles travaillent pour subvenir à leurs besoins. Donc c'est le degré zéro de l'intérêt au travail. Mais les humains ne travaillent pas pour ça. Ils ne travaillent pas uniquement pour subvenir à leurs besoins. Ils travaillent pour le progrès. Ils travaillent pour construire le monde. Il y a un certain nombre de dirigeants d'entreprises dans cette salle. Un certain nombre d'entre vous ont créé leur entreprise. Vous n'avez pas créé votre entreprise pour des raisons financières. Il se trouve que vous gagnez beaucoup d'argent parce que ça marche. Mais vous ne l'avez pas créé uniquement pour ça. Évidemment qu'il faut gagner de l'argent, mais vous l'avez créé parce que vous aviez un projet de vie, projet d'entreprise, etc. Et il s'est avéré que ça marchait. Et votre entreprise, elle a changé le cours de la réalité. Si vous êtes dans l'agroalimentaire, vous avez modifié le cours de l'alimentation des gens. Si vous êtes dans l'éducation, vous avez modifié la façon dont les gens s'éduquaient. Donc, quand on crée une entreprise, c'était l'une des idées, je partage complètement de Geoffroy Roux de Bézieux, vous avez un impact sur la réalité. Je veux dire, créer une entreprise, c'est le meilleur moyen d'avoir un impact sur la réalité. Mais quand vous êtes salarié, vous participez à ce projet. Et donc, vous comprenez bien que le travail, c'est la transformation du monde. Et c'est ça la différence entre l'homme et l'animal, d'une part, et l'homme et la machine, d'autre part. C'est que l'homme a un projet, et ce projet passe par le travail. Notre ami Étienne Klein fait une émission sur France Culture qui s'appelle La Conversation Scientifique. Il y a quelques années maintenant, il avait fait une émission sur ce sujet. Qu'est-ce que l'homme ? Et c'était en direct, il l'avait enregistré, c'était pas en direct, mais il l'avait enregistré au Musée de l'Homme, à Paris. Et il fait toujours un biais au début de son intervention, qui est toujours formidable. Et là, j'avais trouvé ça absolument extraordinaire. Il avait dit... La différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme a un musée de l'homme et que l'animal n'a pas de musée de l'animal. Ce qui est irréfutable. Et il avait ajouté, mais les animaux n'en ont même pas dans leur carton, mais c'est encore pire, ils n'ont même pas de carton. Et en fait, c'est très profond. Parce que, et oui, vous avez des cartons pour changer le cours des choses et vous faites un musée de l'homme pour améliorer la condition humaine. Ça ne veut pas du tout dire que les animaux ne sont pas des êtres vivants dignes d'intérêt, absolument rien à voir. Moi, je suis très engagé pour la condition animale, absolument rien à voir. Ça veut simplement dire que c'est pas la même chose. C'est la grande erreur des antispécistes qui pensent que l'homme est l'égal des limaces. Alors, ça vaut peut-être pour eux, mais on a le droit de penser que ça vaut pas pour tout le monde. En tout cas, moi, je le prends pas pour moi. Donc, je pense qu'il y a une différence, mais qui n'est pas simplement une différence de taille, quoi, qu'il y a une différence de nature. C'est pas la même chose. Et ça ne veut pas dire qu'il faut maltraiter les animaux, bien au contraire. Et donc, vous voyez, cette idée, elle est très importante. Elle est très importante parce qu'on a besoin du travail. Et pour revenir au cœur de la question que vous m'avez posée, qui est la question de l'impact des technologies sur le travail. Cette crainte, elle existe aujourd'hui. Vous avez dans le monde des théoriciens de la fin du travail. Un essayiste américain qui a énormément de succès, par exemple, qui s'appelle Jeremy Rifkin, vous en avez sans doute entendu parler, a écrit en 1997 un livre qui s'appelait « La fin du travail ». L'idée de Jeremy Rifkin, c'était de dire l'informatique, alors à l'époque on parlait d'informatique, pas encore de numérique et encore moins d'intelligence artificielle, mais l'informatique connaît des progrès très importants. Vous savez ce qu'on appelle la loi de Moore, la puissance des microprocesseurs double tous les 18 mois, mais ça a commencé déjà, quand Jeremy Rifkin a publié son livre, ça avait déjà commencé. Et donc cette puissance s'accroît. Et au bout du compte, le risque, c'est que la machine soit meilleure que l'humain en tout, et donc que la machine se substitue à l'humain. Mais cette crainte de Jeremy Rifkin est une crainte qui existe depuis très longtemps. Ça a toujours existé. Chez Aristote, par exemple, dans un livre qui s'appelle Le Politique, dans les plus grands livres d'Aristote, Aristote craint que la force de l'animal ne se substitue à la force humaine.
Ce qui pour lui était un problème, puisqu'il était en faveur de l'esclavage, puisque vous savez que dans la philosophie antique, l'esclavage est quelque chose de bon, puisque c'est naturel, puisqu'il y a un ordonnancement naturel de la société, et donc il est bon qu'il y ait des esclaves. Et donc alors évidemment ça nous choque beaucoup, puisque nous on est dans l'éthique des Lumières et l'éthique républicaine, c'est l'inverse, c'est très exactement l'inverse, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie, c'est que la dignité de tous est égale. Donc aujourd'hui nous sommes dans un rapport philosophique au monde qui est l'inverse du rapport antique. Mais Aristote considère que la fin de l'esclavage est un danger et il s'inquiète du fait que les technologies permettent d'utiliser les animaux. Un des premiers grands empereurs romains qui s'appelle Vespasien, bien connu en France puisqu'on le célèbre avec les toilettes publiques, puisqu'il avait taxé l'urine. Vous savez qu'il y a des discussions budgétaires en ce moment. L'avantage de l'urine, qui avait été très bien vu par Vespasien, c'est que c'est ce que l'on appelle, alors pas physiquement, mais économiquement, c'est ce qu'on appelle un bien inélastique. C'est-à-dire qu'il faut le taxer parce que la quantité est constante, même si vous le taxez. C'était l'idée de génie de Vespasien, qui était encore meilleure que les hauts fonctionnaires de Bercy, qui pourtant en matière de fiscalité sont vraiment remarquables, ont une créativité que je pense même parfois excessive. Et donc Vespasien avait taxé l'urine. Vous savez, c'est de là que vient l'expression « l'argent n'a pas d'odeur ». Ça vient de là, parce qu'on lui disait « mais ça pue ». Il disait « non, l'argent, les finances publiques, l'argent n'a pas d'odeur ». Ce qui est très juste. C'est la base fiscale qui en avait une, pas les recettes fiscales. C'est ce que voulait dire Vespasien. Et donc, je clôt mon anecdote. En France, donc, il n'a absolument pas inventé les toilettes publiques, parce que sinon, on ne lui aurait pas rendu hommage en France. La France lui a rendu hommage parce qu'il a inventé un impôt. Et ça fait partie du charme de notre pays, charme qui nous joue parfois des tours, et notamment en ce moment avec ce budget qui n'est pas bon. Je referme cette parenthèse. Vespasien voulait reconstruire Rome, qui avait été détruite par Néron. Néron avait brûlé Rome, comme vous savez. Vespasien voulait reconstruire Rome. Il voulait utiliser des grues, des outils technologiques. Il y avait des innovateurs comme aujourd'hui. Et il avait refusé de les utiliser parce qu'il craignait que ça détruise l'emploi. Parce qu'il voulait que les gens soulèvent les colonnes, les remontent eux-mêmes. S'il y avait des gens qui étaient tués, c'était encore mieux parce qu'il fallait en recruter d'autres, etc. Et donc, il ne voulait surtout pas qu'on utilise les technologies. Et donc, vous avez plein d'exemples comme ça dans l'histoire. La reine Elisabeth Ier refuse d'octroyer un brevet à l'inventeur de la machine à tisser des bas parce qu'elle dit, je la cite, « Je ne veux pas que mes sujets se transforment en horde de clochards. Je ne veux pas que la machine détruise l'emploi. » Donc, la crainte de Jérémy Rifkin est une crainte qui est atavique, qui est une vision faussée de la destruction créatrice schumpeterienne. Dès lors que vous avez un mouvement de destruction créatrice schumpeterien, comme c'est le cas aujourd'hui, la majorité de l'opinion publique et des intellectuels considèrent que cette fois, on y perd. Cette fois, on y perd. Jérémy Rifkin se dit, cette fois, on y perd. La reine Elisabeth I se dit, cette fois, on y perd. La reine Elisabeth I, pardonnez-moi, parce qu'il y a un écart important entre la 1 et la 2. On est fin du XVe siècle. Car très important, il n'y en a eu que 2, pour ceux qui regardent ce code. Donc, la destruction va emporter sur la création. Vespasien, la destruction va emporter sur la création. Donc vous voyez que c'est une thématique qui n'est pas nouvelle parce que nous sommes configurés pour avoir peur. Biologiquement, nous sommes le produit de plusieurs centaines de milliers d'années d'évolution dans un monde qui souvent a été hostile. Aujourd'hui, il est beaucoup moins hostile qu'il était par le passé, mais on est le produit de cette évolution-là. Et donc, on est configuré pour avoir peur. Et pour ne pas avoir peur, il faut réfléchir. C'est pour ça que la plupart des gens ont peur. Notamment dans le débat public. Non mais j'y reviendrai tout à l'heure. On vit dans un monde qui est dominé par la peur, parce que les gens ont peur de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils boivent, de ce qu'ils ont peur du sexe, ils ont peur de la rougeole et du vaccin contre la rougeole. Ils ont peur des deux. Et ils ont peur, oui, parce que la rougeole tue, mais le vaccin contre la rougeole sont eux aussi, donc là, pas de solution. Et ils ont peur de la fin du travail. Parce que c'est un réflexe. Mais si on prend du recul historique, on voit que ce type de période, comme la période que nous connaissons aujourd'hui, a toujours existé. Et la création l'a toujours emporté sur la destruction pour des raisons que je définirai dans quelques instants. Mais on voit qu'aujourd'hui, ça fonctionne encore très bien. La réalité du marché du travail mondial, c'est le plein emploi. Le taux de chômage mondial, au moment où je vous parle, est de 5,5% de la population active. Le taux de chômage dans les pays développés, au moment où je vous parle, est de 6% de la population active. La France et l'Europe ne doivent pas projeter sur le reste du monde des problèmes qui sont français et éventuellement européens. Nous avons en France un très gros problème de chômage de masse,
les économistes appellent le chômage structurel, c'est-à-dire un chômage qui dure depuis longtemps, qui est relativement indépendant de la conjoncture économique. Mais c'est pas parce que nous avons ce problème qui est lié à, d'ailleurs, des raisons qu'au MEDEF vous connaissez parfaitement bien, c'est pas parce que nous on a ce problème que les autres ont ce problème. Et si je reviens là encore au cœur du sujet et que j'établis le lien entre les technologies et l'emploi, ce que l'on voit, c'est au contraire que les pays qui sont les plus utilisateurs de numérique, de robotique et d'intelligence artificielle, ces trois technologies, ou plus exactement la convergence de ces trois technologies qui définissent cette troisième révolution industrielle que nous sommes en train de vivre. Ce sont les pays qui utilisent le plus ces technologies qui ont le plus d'emplois. L'Allemagne, la Corée, les pays scandinaves, dans une moindre mesure les États-Unis. Et donc il n'y a pas de lien négatif, il n'y a pas de substitution, il y a complémentarité. Aujourd'hui, comme hier. Mieux que ça, cette complémentarité n'a jamais donné d'aussi bons résultats qu'aujourd'hui. Dans les 30 Glorieuses, pour un emploi créé dans les nouvelles technologies de l'époque, les industries, vous aviez 2 emplois indirects créés. Aujourd'hui, on a plutôt un ratio de 1 sur 4. Donc en réalité, quand vous avez un emploi qui est créé, un bon emploi qui est créé dans une start-up de Toulouse qui fonctionne bien, qui commence à gagner de l'argent, etc., les fondateurs ont des revenus qui sont élevés, et ils vont dans les restaurants, dans les hôtels, ils utilisent des personnes pour s'occuper de leur maison, ils ont quelqu'un pour garder leurs animaux, etc., etc. Ça fait 4 emplois. Donc ce mécanisme, c'est ce que nous montrent les études économiques, n'a jamais aussi bien fonctionné. Et la qualité de l'emploi s'améliore. En 1800, 80% des emplois étaient pénibles. Aujourd'hui, 20% des emplois sont pénibles. Ce sont des enquêtes qui sont faites depuis très longtemps auprès des salariés. Donc, il ne faut pas se faire peur. Nous avons un très grand sujet de mutation de l'emploi. Et je dirais même, pour être plus précis, de mutation des métiers. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, il y a des métiers qui disparaissent, il y a des métiers qui apparaissent, comme dans toutes les grandes vagues de destruction créatrice. Dans les 30 Glorieuses, le métier de liftier, il a disparu. Alors, voilà, et ça arrive, et puis avant, dans les autres révolutions, vous avez tout un tas de métiers qui avaient disparu, ou quasiment disparu, les métiers de coutelier, de charron, de lavandier, lavandière, etc., tout ça a disparu. Donc, pareil, vous allez avoir des métiers qui vont disparaître. Mais c'est vraiment un sujet qui est secondaire. Le sujet, quand je regarde les choses statistiquement, c'est pas les métiers qui disparaissent, c'est les métiers qui se transforment. C'est ça le sujet. C'est la transformation des métiers. C'est au sein d'un même métier, des tâches qui disparaissent et des tâches qui apparaissent. Parce que je dis là, quelque chose qui est tout à fait classique. Et aujourd'hui, la technologie, cette troisième révolution industrielle, cette convergence de la robotique, du numérique, de l'intelligence artificielle, elle accouche de technologies qui sont extrêmement fortes, extrêmement pointues pour réaliser des tâches qui sont très techniques et précises. Ça, la technologie, elle sait faire et elle saura faire de mieux en mieux. Conduire une voiture, la voiture autonome, bien évidemment, la voiture autonome conduit mieux que vous et moi. Parce qu'elle voit l'environnement, parce qu'elle analyse mieux les données, parce qu'elle a une prise de décision qui est plus rationnelle, parce qu'elle est plus prudente. Il y aura des accidents, bien évidemment, mais il y en aura beaucoup moins que quand c'est vous et moi qui conduisons. Elle sait faire, on sait conduire, mais elle sait mieux conduire que nous. Mais la plupart d'entre vous ont conduit depuis ce matin. Mais vous n'avez pas que conduit. Vous n'êtes pas des voitures sans chauffeur. Vous avez préparé le petit déjeuner. Vous avez conduit. Vous avez travaillé. Vous avez fait du sport. Vous vous êtes occupé de vos enfants. Vous les avez peut-être aidés à faire leurs devoirs. J'en sais rien. Vous avez fait 7 ou 8 métiers dans la journée, en réalité. Très imparfaitement. Mais vous les avez faits. Ce qu'aucune technologie ne sait faire. La technologie est spécialiste. Et nous sommes des généralistes. Ce qui a des conséquences majeures pour l'enseignement et pour l'entreprise. J'y viens dans un instant. Mais je voudrais clore mon argument sur l'absence de risque de fin du travail.
Pourquoi est-ce que notre sujet, c'est celui de la mutation et pas le sujet de la fin du travail? Pour 2 raisons. D'une part, parce que les besoins humains sont infinis. C'est même d'ailleurs l'une des définitions de l'humain. On construit le monde, on veut toujours construire le monde, nos besoins sont infinis. Regardez, le secteur de la santé, l'espérance de vie en un siècle a pris 50 ans, elle a gagné 50 ans l'espérance de vie à la naissance. Eh bien, vous savez quoi, les gens veulent vivre encore plus longtemps. C'est très bizarre quand on y pense. Parce qu'il y a un siècle, on vous aurait dit l'espérance de vie en France va passer de 30 ans à 83 ans, on se sera dit, il y a vraiment un secteur qui va mourir, c'est la santé. Non. C'est le secteur dont les dépenses progressent le plus aujourd'hui. Regardez l'alimentation. Ça marche très bien l'alimentation. C'est un des secteurs les plus dynamiques de l'économie française. On a perdu un peu de part de marché, malheureusement, comme dans beaucoup de secteurs ces dernières années, mais ça reste un secteur qui fonctionne bien. C'est bizarre parce que tout le monde mange à sa faim ici. Hein. Je vais même vous dire un truc désagréable. Certains d'entre vous mangent trop. Mais je jette un coup d'œil circulaire, je ne vois pas de cas de malnutrition. Et bien pourtant, ça marche très bien. L'alimentation marche bien. Pourquoi? Parce qu'on mange mieux. Parce qu'on veut manger mieux. Alors, on ne va pas manger plus, dans le cas de l'alimentation, il y a quand même des phénomènes de satiété qui font qu'au bout d'un moment, on s'arrête. Mais on veut manger mieux. C'est passionnant ce qui s'est passé avec l'affaire Lactalis. La France en émoi. Le ministre de l'économie, c'est le charme de la France aussi, s'est retrouvé à dire « je ne tolérerai pas qu'une entreprise empoisonne les consommateurs ». L'idée, c'était ça là, ce qui plaît toujours en France. Le ministre de l'économie, il avait trouvé un truc, bien, bon cheval de bataille. En plus, contrairement à vous, moi, je l'aime bien, parce que n'étant pas président de CCI, j'ai pas de grief, j'ai pas ce type de grief contre lui, parce que je suis pas concerné, je vois ça de l'extérieur. Je suis pas directement concerné, en tout cas. Mais donc, vous voyez bien que nos besoins sont toujours infinis. Alors, il peut y avoir des limites à l'expression de ces besoins. Évidemment, le réchauffement climatique, les problèmes d'accès aux matières premières, de terres rares, sont une limite. Mais c'est une limite surmontable, sans doute. Il le faut par l'innovation, pas par la décroissance. Pas par la décroissance. De ce point de vue-là, la démission de Nicolas Hulot était quelque chose d'intéressant, puisqu'on avait un décroissant dans un gouvernement qui ne l'est pas. Donc forcément, au bout d'un moment, ça devait générer des tensions et ça a généré des tensions. Mais ce qui m'intéresse le plus chez Nicolas Hulot, c'est pas qu'il ait démissionné, ce qui me paraît, c'est vraiment dans l'ordre des choses. C'est que, et encore je l'ai appris par la presse People, c'est qu'il a 7 voitures. Ça c'est très intéressant. Non mais c'est vraiment intéressant. Parce que ça vous montre la difficulté quand vous êtes décroissant intellectuellement à être décroissant en pratique. Et il y a quelques années, j'avais fait une conférence à Toulouse avec un décroissant. Surprise de ma vie. Je rentre dans l'avion, je le croise. Je dis, mais pourquoi t'es pas venu à pied? À vélo, à la limite. Non, mais franchement, je comprends pas. Non, mais sérieusement, à la décroissance, c'est faire moins en consommant moins. Donc tu fais moins de conférences, moins de revenus, j'en conviens. Plus de temps, plus de sport, tout ce qu'il faut, quoi. J'ai décidé de prendre l'avion pour faire pareil. Moi, je suis pas décroissant, donc j'ai le droit de prendre l'avion. Moralement, je veux dire. Moralement, j'ai le droit. Je compense autrement. Pourtant, je suis très soucieux. Il faut même vous dire, je pense honnêtement autant qu'eux, et conscient des problèmes de la planète. Mais c'est très important. Ce que je veux dire, c'est que la décroissance n'est pas une option, ce n'est pas une possibilité. Seule l'innovation nous sauvera de ce problème gravissime du réchauffement climatique. Mais nos besoins sont infinis. Et puis, à côté de ça, nous sommes complémentaires de la machine. À partir du moment où nous sommes complémentaires philosophiquement, pour le traduire dans un langage économique, nous sommes des facteurs de production complémentaires. Voilà qui nous amène directement à la problématique du management. Les entreprises ne doivent pas penser que les humains sont des machines, parce que les machines seront meilleures que les humains. Elles le sont déjà, elles vont le devenir de plus en plus. Le capital humain est différent du capital matériel. Le capital humain, vous et moi, nous sommes bons pour créer, innover, ce que la machine ne sait pas encore bien faire. Peut-être elle le saura dans 20 ou 30 ans, mais on n'en est pas là. Elle sait avoir des relations humaines, ce qu'on fait là. Vous auriez pu faire venir un robot qui aurait préenregistré la conférence. Ce serait tout à fait possible.
et sans doute sur la date exacte de la publication des considérations sur l'éducation de Kant, il n'aurait pas hésité, contrairement à moi. Donc ça aurait été mieux de ce point de vue-là. Mais, enfin moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être on aurait quand même perdu un truc. En tout cas, ça aurait été pas pareil, pas exactement pareil. Créativité, empathie, ça tout le monde le sait, et puis une vision globale des problèmes. Je vois ce qui se passe dans cette salle. Je vois ce qui se passe sur les côtés. J'entends ce qui se passe à l'extérieur. J'ai une vision incroyablement holistique de notre environnement, de ce qui est en train de se passer. Comme vous avez aussi une vision avec un point de vue différent, mais vous avez une vision extrêmement holistique. C'est essentiel en matière d'éducation et en matière de management. Éducation, management, politique publique, politique privée. Les politiques publiques doivent s'adapter à la troisième révolution industrielle. Les politiques privées, c'est-à-dire le management, doivent s'adapter à cette troisième révolution industrielle. Les politiques publiques s'adapter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et là on revient sur des terrains qui sont très coutumiers au MEDEF, plus de flexibilité, parce que la destruction créatrice, il faut bien évidemment qu'on ait cette flexibilité, qu'on puisse faire évoluer les tâches, les façons de travailler. De ce point de vue-là, je trouve que Muriel Pénicaud a fait un travail tout à fait remarquable. On peut toujours dire qu'on peut aller plus loin, etc. Mais enfin, je pense que le travail qui a été fait était tout à fait bon. Il faut se projeter vers l'avenir, investir dans ces nouvelles technologies. Et là, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Et le sujet ne peut être traité qu'au niveau européen. Les élections européennes qui arrivent cette année sont une échéance énorme, capitale pour l'avenir de l'Europe. Parce qu'il n'y aura pas de troisième révolution industrielle chez nous s'il n'y a pas une Europe de la troisième révolution industrielle. Et une Europe de la troisième révolution industrielle, ça veut dire deux choses. Ça veut dire des capacités de financement pour les entreprises, un marché du capital investissement européen, c'est-à-dire un droit des faillites européen. Il y a des travaux dans ce sens-là, mais nous en sommes encore loin. Et en aval, un marché européen. Si les Américains ont les GAFA et autres, Netflix, Airbnb, Uber, etc., si les Chinois ont les BATX, c'est parce que la fiscalité y est plus normale, encore que, Californie, la fiscalité est très élevée. Les réglementations sont plus faibles, mais c'est surtout parce que vous avez des marchés qui sont colossaux, qui permettent d'investir des investissements qui sont colossaux. Parce qu'il n'y a rien de plus cher que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est nourrie par le big data. Le big data, c'est beaucoup plus coûteux que le pétrole. Le pétrole ne vaut rien à côté des data. Et donc les entreprises qui investissent là-dedans investissent des dizaines, des centaines de millions d'euros, voire des milliards, voire des dizaines de milliards. Walmart a dépensé ces dernières années 30 milliards d'euros pour se mettre au niveau technologique d'Alibaba, qui est l'entreprise chinoise de e-commerce, qui est la plus grande entreprise chinoise de e-commerce au monde, beaucoup plus grosse qu'Amazon. Pour amortir ça, il faut un marché. Nous avons absolument besoin d'un marché unique des technologies de la troisième révolution industrielle en Europe. Et nos petits amis souverainistes devraient réfléchir à ça. Eux qui prônent moins d'Europe. Si nous n'avons pas cette Europe-là, nous allons devenir ce que nous sommes déjà un peu en train de devenir, c'est-à-dire des sous-traitants de la Chine et de la Californie. Et là, notre souveraineté réelle, pas théorique, notre souveraineté réelle, nous l'aurons perdue. Complètement. Le seul moyen de récupérer de la souveraineté, c'est par l'économie, par la puissance et par l'Europe. Et ça, ce message, notamment au MEDEF, puisqu'on le partage, il faut absolument qu'on le fasse partager à nos concitoyens, sinon nous allons à la catastrophe. Et la catastrophe, c'est la disparition réelle de notre continent, qui n'est pas inéluctable, mais qui est possible, parce que dans ces technologies-là qui font le XXIe siècle, nous avons pris du retard. Et donc il faut de l'investissement. Et puis, comme le travail ne disparaîtra pas, il faut remettre les gens au travail. Et là, moi, je ne suis pas démago sur ce sujet-là. Le dernier bulletin de la Banque publique d'investissement nous dit que, alors qu'on a 9% de chômage, pour 41% des PME, le principal souci de croissance, c'est qu'elles ne trouvent personne. Et chez vous, c'est pire. Parce qu'en Haute-Garonne, l'économie, elle va mieux que dans l'ensemble de la France. Et donc, chez vous, c'est pire. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas quelqu'un de méchant, mais je pousse le gouvernement à faire une réforme de l'assurance chômage, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que l'assurance chômage, c'est un droit. Les gens cotisent, ils ont le droit d'avoir une assurance chômage.
Mais on a le droit de modifier les paramètres de l'indemnisation. Et puis, parce qu'on me dit souvent, y compris parmi vos rangs, parce que j'ai fait des propositions qui ont choqué certains d'entre vous, notamment sur les cadres. Et je comprends très bien ça, évidemment. Parce que les cadres m'ont dit, tu veux diminuer l'indemnisation des cadres, mais les cadres, nous, on se fait matraquer par les impôts, par les taxes, par les trucs, donc on n'en peut plus. Et si on a un problème à 50 ans, on veut avoir du chômage. Je comprends parfaitement bien cet argument, bien évidemment. Mais on peut parfaitement imaginer de plafonner ou diminuer un peu les indemnisations et les cotisations. Parce que le problème, on l'a quand même. La vérité, c'est que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à recruter pour de bonnes raisons. Parce que la formation n'a pas été suffisamment performante ces dernières années. Il y a une inadéquation entre l'offre et la demande de travail. Parce qu'on a des problèmes de logement en France, gravissimes. Il faudra aussi s'y attaquer dans le monde entier. Ça, c'est pas du tout un problème français. Les logements ne sont pas là où sont les activités économiques. Et donc, c'est clair que pour certaines personnes, déménager, c'est difficile. Mais il y a aussi des gens qui font un calcul économique rationnel et qui trouvent qu'il est plus avantageux de ne pas travailler que de travailler. Et ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, qui est absolument inacceptable. Parce que c'est un gaspillage. Politique publique, éducation, il faut renforcer nos avantages compétitifs en tant qu'être humain. On est des humains, il y a la technologie. Et vous allez voir que ça fait le lien avec le management. Qu'est-ce que c'est notre avantage technologique, notre avantage comparatif en tant qu'être humain? J'en ai parlé tout à l'heure. C'est être innovant, être curieux, être ouvert, être intelligent, être rigoureux, être sympa, empathique, voir les choses de façon globale. Il faut une éducation qui prépare à ça. L'éducation qui prépare à ça, c'est très simple. C'est focus sur l'expression écrite, la lecture, la compréhension écrite, les langues étrangères, l'histoire géo, un peu de calcul, la culture générale. C'est ça qui est très important. Le reste est absolument secondaire. C'est super important, l'orthographe et la grammaire, c'est une question de précision du langage. Communiquer, l'empathie entre nous. Si on ne sait pas communiquer, on n'a pas d'avantage comparatif par rapport à la machine. Et puis, le management, c'est terriblement important, parce que on est en train d'entrer, et je m'arrêterai là, ce sera ma conclusion, on est en train d'entrer dans le XXIe siècle avec le management du XXe siècle, et donc ça coince. On entre dans la troisième révolution industrielle avec le management de la deuxième révolution industrielle. C'est pas bon pour vous et c'est pas bon pour vos salariés. Puis-je faire quelque chose de mal élevé et parler un tout petit peu du livre qui est sorti cette semaine? Bien sûr. J'ai publié ce livre avec une jeune philosophe brillante qui s'appelle Julia de Funès. Et je l'ai fait parce que j'avais un trou éditorial. Parce que j'ai un gros livre qui sort avec Luc Ferry l'année prochaine, et voilà, il y a eu des micmacs, et donc j'avais un peu de temps. Et elle avait fait un livre absolument formidable sur le management qui s'appelait Socrate au pays des process, qui était un livre génial, et qu'elle est venue m'apporter très gentiment, et je lui ai dit, c'est génial, mais vraiment, on peut faire mieux. Et donc je dis, plutôt que de te plagier, on va faire ensemble, c'est plus honnête. Mais pour moi, c'était ce que les anglo-saxons appellent un side project, c'était quelque chose d'à côté. Je ne suis pas un spécialiste du management, un économiste. Vous êtes des spécialistes, enfin en tout cas vous le vivez, vous le faites. Moi je ne suis pas un spécialiste. Et je sais bien que votre métier c'est le plus difficile du monde. Je sais bien. Mais je voyais que ça n'allait pas. Je voyais qu'il y avait quand même dans les entreprises des gens qui se posaient des questions, une espèce de crise de sens dans les entreprises. Que les gens en avaient vraiment plus sous le pied, qu'on pouvait faire mieux. Voilà, qu'on pouvait faire mieux. Je voyais des dysfonctionnements très concrets parfois. Des gens qui me disaient, je passe ma journée en réunion, des gens qui me disaient, j'ai assisté à une réunion, il y avait 150 PowerPoints, 3 personnes qui se sont pendues. Des gens qui me disaient, j'ai fait un séminaire là, de 2 jours, de paintball et pâte à modeler. Bon, moi j'avais quand même un peu de travail, c'était quand même pas très satisfaisant. C'est pas toutes les entreprises, et bien évidemment, ce serait bête de dire ça. Mais c'est des entreprises puisqu'on me l'a dit. Donc les gens ne sont pas venus inventer ça, et puis je le voyais. Moi-même, j'interviens dans des séminaires d'entreprise, donc j'ai vu ça. J'ai vraiment une prise de conscience. Le jour où, avant mon intervention, il y avait une bataille de pelotes de laine. Là, je me suis dit, faut vraiment. J'ai dit à Julia, le truc, faut qu'on fasse un livre parce que l'histoire de la bataille de pelotes de laine, où donc les gens étaient comme ça, s'envoyaient des pelotes de laine, et l'idée, vraiment bouleversifiante du point de vue intellectuel, était de montrer que les gens devaient être reliés.
et puis ça marchait pas en plus, parce que les gens, j'ai une pauvre dame qui était en train de mourir étranglée, j'étais obligé d'aller l'aider. Les autres étaient parfaitement reliés, ils tombaient tous ensemble, c'était absolument catastrophique. Et vous aviez un coach pendant ce temps-là qui expliquait qu'il fallait être en réseau. Alors là, je me suis dit, on tient un truc. Bon. Et donc, on a fait ce petit livre. Et je le dis pas du tout par vanité, mais parce que je me pose beaucoup de questions depuis ça. Il est sorti mercredi. Certains d'entre vous ont peut-être vu les bonnes feuilles dans le Figaro qui ont été publiées mardi. Le Figaro a publié ça mardi. Bon, des extraits du livre. Et moi, je suis plutôt un bon vendeur de livres, mais grosso modo, les gens pensent que je vends beaucoup plus de livres que la réalité. Pour vous donner voilà. Je vends moins que ce que les gens pensent. Mais je le dis pas parce que ça fait bête, mais c'est la réalité. Et là, en fait, il avait été tiré, je sais pas, à 5 ou 6 000 exemplaires, et les 5 ou 6 000 exemplaires sont partis mardi après-midi. Et notamment, le stock d'Amazon a disparu, littéralement. Il y avait 500 exemplaires, 483 exactement. Il a disparu avant la sortie du livre. Et donc, mon éditeur m'appelle hier, il me dit, on a un problème, il n'y a plus de livres. Il n'y a plus de livres. Et donc, on en a réédité 3000 hier, on va réimprimer 3000 hier, 5000 aujourd'hui pour réapprovisionner les librairies. Un livre d'économie, ça se vend, grosso modo, ça se vend à 1000-1500 exemplaires. Donc là, on est à 7-8 000 en 2 jours. C'est sorti mercredi. Et alors, moi, je suis content, mais c'est pas ça, le truc. C'est que je me pose beaucoup de questions. Je me dis, pourquoi ? J'ai reçu 200 lettres depuis hier. J'ai reçu 200 lettres. Des témoignages de gens qui me disent, bah oui, vous avez raison, c'est moi j'ai fait un atelier, je peux pas, c'était une grande boîte japonaise, mais j'en ai parlé à certains d'entre vous. Les gens me disent, bah oui, le séminaire de rentrée, c'est on a construit une tour Eiffel en spaghetti, bon, truc, des centaines, hein. Non, mais sérieux. Et un jour, quelqu'un vient me voir à la fin d'une conférence comme ça. Je commençais déjà à évoquer un peu ces questions de management, et la personne, une jeune femme adorable, elle vient me voir, elle me dit. J'avais fait aussi une intervention sur le travail. Elle dit, vivement ce week-end que je puisse enfin travailler. Parce que 2 réunions en reporting, en process, en formation, je n'ai pas le temps de travailler. Je n'ai pas le temps de faire mon travail. Heureusement, j'ai le week-end. Bon, mais les gens ont aussi le droit de voir leurs conjoints et leurs enfants. Ça me semble naturel. Au fond, l'entreprise, c'est le lieu du projet, c'est le lieu du risque, c'est le lieu de la prise de décision, c'est le lieu du travail. Et de la même façon que l'éducation du XXIe siècle, c'est revenir à la lecture, à l'écriture, à l'histoire géo, l'entreprise du XXIe siècle, c'est l'entreprise où on bosse, où on prend des risques, où on produit, et où on laisse les salariés faire ça. Or, aujourd'hui, dans certaines entreprises, on a perdu ça de vue. Je vais vous donner un chiffre, qui n'est pas de moi, ce sont des économistes du Boston Consulting Group qui ont calculé ce chiffre. Ils ont calculé 2 indices. Un indice qu'ils appellent un indice de complexité de l'environnement économique et réglementaire, normatif. Donc ils ont regardé comment avait évolué le nombre de lois, le nombre de réglementations, le nombre de normes, le nombre de réseaux de distribution, etc. Complexité de l'environnement économique. Depuis 1955, multiplié par 6. Bon, c'est beaucoup. Puis ils ont calculé un indice de complexité interne à l'entreprise. Le nombre de strates, le nombre de managers, le nombre de reporting, le nombre de réunions, le nombre de tout ce que vous voulez. Même période, multiplié par 35. Il y a un effet multiplicateur. Pourquoi ? Parce que la bureaucratie et la complexité, c'est naturel. Quelque chose qui est difficile à comprendre parce que c'est pas intuitif. La simplicité n'est pas naturelle. Ce qui est naturel, c'est la complexité. Ce qui est facile, c'est de faire des process et des réunions de 3 heures et des PowerPoint de 150 slides. Ça, c'est naturel et c'est simple. Ce qui est difficile, c'est de faire des réunions de 45 minutes. De parler ou d'écrire plutôt que de faire des PowerPoint et de limiter les process à ce qui est nécessaire et en particulier rendu nécessaire par un environnement législatif qui malheureusement est de plus en plus complexe. Ça, c'est très difficile. Et donc ça doit venir du haut. L'entreprise du XXIe siècle, elle permet aux salariés d'être autonomes, de faire des choses. Il faut arrêter d'envoyer des injonctions contradictoires. Innove
mais tu peux pas innover parce qu'il y a trop de process. Sois autonome, mais t'as pas le droit au télétravail. Parce que si vous envoyez des injonctions contradictoires comme ça, les gens, ça les déchire intérieurement. Véritablement. Et du coup, les gens, ils ne viennent plus travailler que pour gagner de l'argent. Et donc, ils se déshumanisent d'une certaine façon, puisque quand j'ai cité Kant et Hegel, j'ai essayé d'expliquer pourquoi on travaillait pour autre chose que l'argent. C'est très important d'avoir de l'argent, bien évidemment. Mais on travaille pour gagner de l'argent et pour autre chose. Et pour quelque chose de plus. Et il faut absolument qu'on retrouve ça dans nos entreprises. Et puis vous, dirigeants d'entreprise du XXIe siècle, en fait, si vous aviez une seule stratégie de ressources humaines, ce serait d'attirer les meilleurs. Vous avez besoin des meilleurs. Mais je vais vous dire la vérité. Les meilleurs, ils veulent pas pointer le matin et le soir. Ils veulent pas avoir des réunions qui servent à rien. Ils veulent pas construire des tours Eiffel en spaghetti. Les gens brillants ne veulent pas ça. Les gens brillants, ça les fait fuir. Et, là aussi, je ne serai pas démago, il ne faut pas construire des entreprises pour les gens pas brillants. Parce que vous avez besoin des gens brillants. Alors là, je m'arrête par un conseil qui est très malvenu de ma part, puisque moi je commente et vous faites. Donc évidemment, c'est difficile pour vous et c'est facile pour moi, mais moi je pense que au fond, le management du XXIe siècle, c'est deux choses. C'est montrer le sens, montrer la direction. À quoi elle sert l'entreprise? Quel est le projet de l'entreprise? Elon Musk, il est beaucoup critiqué, il a eu des problèmes cet été. Mais bon, quand Elon Musk dit « je fais SpaceX pour envoyer une colonie humaine sur Mars », vous pouvez ne pas être d'accord avec ça. Mon ami Eric Orsena, j'ai dit ça l'autre jour, il m'a dit « mais t'es vraiment le dernier des débiles ». Et lui aussi, parce que vraiment, quand on est milliardaire, dépenser son argent pour aller sur une planète qui est invivable, ça n'a aucun intérêt. Je ne suis pas d'accord avec ça. Lui, il est académicien, donc c'est lui qui a raison. Hein, mais je pense que c'est quand même très intéressant d'aller sur Mars. Mais même si vous ne partagez pas le truc, il y a un projet. Ah bah si, vous n'avez pas l'air de réagir. Moi, je trouve qu'aller sur Mars, il y a un truc quand même. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un vrai projet d'entreprise. Vous pouvez ne pas y adhérer, mais enfin, il y a quand Mark Zuckerberg dit on va connecter le monde entier, il y a un projet. Il y a un sens. Donc, il faut rappeler le sens. On est dans des économies qui sont définalisées. Les gens ne savent plus pourquoi ils travaillent. Il faut leur rappeler. Vous avez fait une entreprise, vous dirigez l'entreprise. Cette entreprise, elle fait quelque chose. Elle a un projet d'amélioration du monde, elle a un projet de progrès. Sinon, elle n'a pas de raison d'être. Si elle a une raison d'être, elle a un projet qu'il faut rappeler en permanence. Il faut montrer le sens et laisser de l'autonomie. Moi, je ne suis pas du tout pour les théories de l'entreprise libérée. Une entreprise, c'est pas horizontal. Et quand les théoriciens de l'entreprise libérée disent les patrons d'entreprise, il faut qu'ils soient modestes, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne me l'applique pas. Modestie, c'est fait pour les gens qui ont des raisons d'être modestes. Vous n'avez pas de raison d'être modeste. Quand on dirige une entreprise, on dirige une entreprise. Et l'autorité, c'est pas l'autoritarisme, c'est même l'inverse. L'autorité, c'est ce qui permet de montrer la direction, de faire en sorte que les gens vous suivront, sans qu'il y ait justement plein de process. L'autorité et le charisme, c'est la simplification. Donc on a besoin d'entreprises avec des chefs qui soient des chefs charismatiques. Et Zuckerberg, Musk et Jeff Bezos, les théories de l'entreprise libérée, c'est pas leur truc, hein. Et ça marche, bien. Donc il faut regarder ce qu'ils font aussi. Et donc, on a besoin de patrons. On est dans des entreprises. Patrons charismatiques qui montrent la direction, le sens et l'autonomie. Et là, vraiment, je m'arrête. C'est ma dernière idée, mon conseil. Les salariés, laissez-les travailler. Voilà. Bon.